Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 6. Des biens de fortune. 1. Un homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d'un palais à la campagne et d'un autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre un duc dans sa famille, et faire de son fils un grand seigneur. Cela est juste et de son ressort. Mais il appartient peut-être à d'autres de vivre contents. 2. Une grande naissance ou une grande fortune annonce le mérite, et le fait plutôt remarquer. 3. Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est le soin que l'on prend, s'il a fait une grande fortune, de lui trouver un mérite qu'il n'a jamais eu, et aussi grand qu'il croit l'avoir. 4. À mesure que la faveur et les grands biens se retirent d'un homme, il laisse voir en lui le ridicule qu'il couvrait, et qui y était sans que personne s'en aperçût. 5. Si l'on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s'imaginer l'étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de monnaie met entre les hommes? Ce plus ou ce moins détermine à l'épée, à la robe ou à l'église. Il n'y a presque point d'autre vocation. 6. Deux marchands étaient voisins et faisaient le même commerce, qui ont eu dans la suite une fortune toute différente. Ils avaient chacun une fille unique. Elles ont été nourries ensemble, et ont vécu dans cette familiarité que donne un même âge et une même condition. L'une des deux, pour se tirer d'une extrême misère, cherche à se placer. Elle entre au service d'une fort grande dame et l'une des premières de la cour, chez sa compagne. 7. Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui: c'est un bourgeois, un homme de rien, un malotru. S'il réussit, il lui demande sa fille. 8. Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l'apprentissage d'un certain métier, pour en exercer un autre, et fort différent, le reste de leur vie. 9. Un homme est laid, de petite taille, et a peu d'esprit. L'on me dit à l'oreille: il a 50 000 livres de rente. Cela le concerne tout seul, et il ne m'en fera jamais ni pis ni mieux. Si je commence à le regarder avec d'autres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autrement, quelle sottise. 10. Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort sot et fort riche en ridicule. Les rieurs sont de son côté. 11. N, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse, avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu'il y fasse languir quelqu'un et se morfondre, qu'il paraisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée, qu'il écoute un peu et ne reconduise point. Quelque subalterne qu'il soit d'ailleurs, il fera sentir de lui-même quelque chose qui approche de la considération. 12. Je vais, Clityphon, à votre porte. Le besoin que j'ai de vous me chasse de mon lit et de ma chambre. Plus odieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux. Vos esclaves me disent que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez m'écouter que d'une heure entière. Je reviens avant le temps qu'ils m'ont marqué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Clityphon, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement, de si laborieux, qui vous empêche de m'entendre? Vous enfilez quelques mémoires, vous collationnez un registre, vous signez, vous paraphez. Je n'avais qu'une chose à vous demander, et vous n'aviez qu'un mot à me répondre, oui ou non. Voulez-vous être rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous. Vous le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir. Ô homme important et chargé d'affaires, qui à votre tour avez besoin de mes offices, venez dans la solitude de mon cabinet. Le philosophe est accessible. Je ne vous remettrai point à un autre jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l'âme et de sa distinction d'avec le corps, ou la plume à la main pour calculer les distances de Saturne et de Jupiter. J'admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance de la vérité, à régler mon esprit et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes. Mon antichambre n'est pas faite pour s'y ennuyer en m'attendant. Passez jusqu'à moi sans me faire avertir. Vous m'apportez quelque chose de plus précieux que l'argent et l'or, si c'est une occasion de vous obliger.
Parlez, que voulez-vous que je fasse pour vous? Faut-il quitter mes livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est commencée? Quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile. Le manieur d'argent, l'homme d'affaires est un ours qu'on ne saurait apprivoiser. On ne le voit dans sa loge qu'avec peine. Que dis-je? On ne le voit point. Car d'abord on ne le voit pas encore, et bientôt on le voit plus. L'homme de lettres au contraire est trivial comme une borne au coin des places. Il est vu de tous, et à toute heure, et en tous états, à table, au lit, nu, habillé, sain ou malade, il ne peut être important, et il ne le veut point être. 13. N'envions point à une sorte de gens leur grande richesse. Ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderaient point. Ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir. Cela est trop cher, et il n'y a rien à gagner à un tel marché. 14. Les PTS nous font sentir toutes les passions l'une après l'autre. L'on commence par le mépris, à cause de leur obscurité. On les envie ensuite, on les hait, on les craint, on les estime quelquefois, et on les respecte. L'on vit assez pour finir à leur égard par la compassion. 15. Sosie de livrer à passer par une petite recette à une sous-ferme. Et par les concussions, la violence, et l'abus qu'il a fait de ses pouvoirs, il s'est enfin, sur les ruines de plusieurs familles, élevé à quelque grade. Devenu noble par une charge, il ne lui manquait que d'être homme de bien. Une place de marguillier a fait ce prodige. 16. Arthur cheminait seul et à pied vers le grand portique de Saint, entendait de loin le sermon d'un carme ou d'un docteur qu'elle ne voyait qu'obliquement, et dont elle perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion connue comme sa personne. Son mari est entré dans le 8e denier. Quelle monstrueuse fortune en moins de 6 années. Elle n'arrive à l'église que dans un char. On lui porte une lourde queue. L'orateur s'interrompt pendant qu'elle se place. Elle le voit de front, n'en perd pas une seule parole ni le moindre geste. Il y a une brigue entre les prêtres pour la confesser. Tous veulent l'absoudre, et le curé l'emporte. 17. L'on porte Crésus au cimetière. De toutes ces immenses richesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises, et qu'il a épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer. Il est mort insolvable, sans bien, et ainsi privé de tous les secours. L'on n'a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni médecin, ni le moindre docteur qu'il ait assuré de son salut. 18. Champagne, au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac, et dans les douces fumées d'un vin d'Avenay ou de Sillery, signe un ordre qu'on lui présente, qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait. Il est excusable. Quel moyen de comprendre, dans la première heure de la digestion, qu'on puisse quelque part mourir de faim. 19. Sylvain de ces deniers a acquis de la naissance et un autre nom. Il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls payaient la taille. Il n'aurait pu autrefois entrer page chez Cléobule, et il est son gendre. 20. Dorus passe en litière par la voie appienne, précédé de ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font faire place. Il ne lui manque que des licteurs. Il entre à Rome avec ce cortège, où il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté de son père Sanga. 21. On ne peut mieux user de sa fortune que fait Periandre. Elle lui donne du rang, du crédit, de l'autorité. Déjà on ne le prie plus d'accorder son amitié, on implore sa protection. Il a commencé par dire de soi-même. Un homme de ma sorte. Il passe à dire. Un homme de ma qualité. Il se donne pour tel, et il n'y a personne de ceux à qui il prête de l'argent, ou qu'il reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s'y opposer. Sa demeure est superbe. Un Dorique règne dans tous ses dehors. Ce n'est pas une porte, c'est un portique. Est-ce la maison d'un particulier? Est-ce un temple? Le peuple s'y trompe. Il est le seigneur dominant de tout le quartier. C'est lui que l'on envie,
et dont on voudrait voir la chute. C'est lui dont la femme, par son collier de perles, s'est fait des ennemis de toutes les dames du voisinage. Tout se soutient dans cet homme. Rien encore ne se dément dans cette grandeur qu'il a acquise, dont il ne doit rien, qu'il a payé. Que son père, si vieux et si caduc, n'est-il mort il y a 20 ans et avant qu'il se fît dans le monde aucune mention de Periandre? Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes qui déchiffrent les conditions et qui souvent font rougir la veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dépens de 1000 gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d'ailleurs qu'il fasse de son père un noble homme, et peut-être un honorable homme, lui qui est messire? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.